Matière à penser, René Friedman. Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Après notre première émission hier sur l'histoire du couple avec Jean-Claude Bologne, nous poursuivons notre série Sexualité et Société par les troubles de la sexualité masculine en compagnie du docteur Ronald Virag, auteur de Prescrivez-moi du bonheur, livre qui a révolutionné le monde du traitement de l'impuissance masculine en révélant ses premiers travaux sur les injections locales de papaverine. Docteur Ronald Virag, bonsoir. Bonsoir. Qui est chirurgien cardiovasculaire et qui est un spécialiste, on va dire, de la dysfonction sexuelle masculine. Il y a plusieurs façons de dire, mais c'est ça quand même qui vous caractérise, puisque vous avez vu plus de 10 000 patients. Vous oui, avez presque 20 000 maintenant. Voilà, donc oui, ça fait 3-4 ans que vous n'étiez pas vu. Vous avez réalisé, donc j'ose plus dire le chiffre, mais un certain nombre d'injections intrapéniennes, on va dire, pour restimuler les hommes qui sont en manque. Et vous avez opéré, puisque en fait, vous avez une formation, comme je le disais, de chirurgien cardiovasculaire, et vous avez un parcours tout à fait particulier, qui est très étonnant, mais que l'on peut retrouver dans les livres que vous avez publiés, en particulier Histoire de pénis, chez Albin Michel, et plus récemment, Prescrivez-moi du bonheur, ces hommes qui ont vaincu l'impuissance, les secrets de la virilité, chez Hugo Doc. Voilà donc le sujet qui nous rassemble. Vous avez bien entendu un certain nombre de publications scientifiques pour ceux que cela intéresserait. Vous avez obtenu plusieurs prix de reconnaissance de vos travaux de recherche, car vous êtes certes un clinicien, mais aussi et également un chercheur. Et vous êtes membre de l'Académie de chirurgie depuis quelques années. C'est dire que vous avez un parcours qui est tout à fait étonnant par rapport à un sujet qui ne l'est pas moins, qui est le sexe de l'homme. Nous allons en parler crûment, enfin simplement. D'abord parce que nous sommes médecins, puis ensuite parce que vaut mieux connaître les choses. C'est le but de l'émission, c'est de parler. Alors, comment ça marche ? Déjà, premier point, comment ça marche ? C'est-à-dire les rapports, sans jeu de mots, les rapports entre libido, érection, amour. Parce que, comme vous le dites dans le livre, il y a des hommes qui bandent mais qui n'ont pas de désir, d'autres qui bandent mieux avec celles qui ne l'aiment pas vraiment. Enfin, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de volonté dans tout ça. Absolument. Il y a très peu de contrôle. Et en tout cas, bon, il y a une base physiologique, biologique évidente, et quand je vois les débats sans fin de nos grands penseurs autour de la sexualité, sans jamais revenir ou sans partir du départ, qui est la biologie. Bon, on a un désir fondamental, et l'évolution a fait que ce désir a bien sûr été modelé pour la reproduction, et il existe dans tout le règne animal, et c'est incontournable. Ce qui a différencié Sapiens Sapiens et puis l'homme entre guillemets civilisé, c'est que l'évolution biologique a fait qu'il y a une permanence de la possibilité du coït, d'une part, et une séparation quasi complète, même si l'Église a voulu nous faire croire, enfin toutes les Églises, faire croire le contraire, séparation entre justement ce phénomène de reproduction que vous connaissez parfaitement et l'obtention du plaisir. On fait beaucoup plus l'amour pour le plaisir que pour faire des enfants. Mais comment ça fonctionne, cher monsieur, cette histoire ? Parce que racontez-nous un peu l'ENO, racontez-nous la dilatation des artères, racontez-nous la testostérone, avant qu'on passe à cette complexité du désir présent, absent, coucou me voilà, coucou je m'en vais.
alors, le mécanisme de la sexualité masculine, il est simple, hein, il est simple et complexe à la fois. Je préfère. Il est simple dans sa réalisation, une fois qu'on a compris comment ça marchait. Mais on a mis longtemps à comprendre comment ça marchait. Et encore. Hein. Mais enfin, là, ça va mieux. Bon. Donc, sur le plan pratique, et si j'ai bien compris votre question, c'est comment est-ce qu'on bande finalement. Oui. Voilà. C'est simple, c'est net. On arrête la l'émission et on se retrouve après. Bon. Alors, comment est-ce qu'on obtient une érection? On la recherche pas parce que l'érection, elle est formidablement réflexe. Elle ne se commande pas, comme disait Brassens. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Mais oui. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a un phénomène physiologique qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas en érection en permanence à cause comment dirais-je, d'un freinage permanent au niveau des artères péniennes et au niveau du tissu érectile, puisque c'est une éponge, le pénis, une éponge de tissu musculaire lisse. Et donc, cette éponge, elle va rester fermée parce qu'il y a un message permanent qui la laisse fermer. Et c'est un message qui est envoyé par le système adrénergique. Donc, système sympathique, adrénergique. Donc, la première chose, pour qu'il y ait érection, il faut que ce phénomène soit annulé. Et ce phénomène il faut que l'éponge grandisse. Pour que l'éponge grandisse. Voilà. Mais s'il n'y a pas annulation du phénomène, et c'est important, on pourra y revenir, parce que on comprendra pourquoi l'anxiété est un frein formidable à l'érection. Donc, annulation de ce message, puis le NO dont vous parlez, l'oxyde nitrique, va venir à l'extrémité de la stimulation nerveuse qui est engendrée par le désir, va venir dilater les artères et entraîner multiplier le débit de repos des artères péniennes par 10, voire par 50, quand le phénomène fonctionne correctement. Le sang se rue dans les petites cavernes qui sont ouvertes parce que les muscles, la petite musculature lisse se dilate et l'éponge gonfle. Mais l'éponge, elle va pas se gonfler indéfiniment. D'abord, elle est entourée d'une membrane rigide, qui a un très joli nom latin qui s'appelle l'albuginée, qui est une enveloppe de tissu élastique, qui va s'allonger dans les deux sens, allongée longitudinalement et de façon circonférentielle, mais surtout qui va servir de frein, c'est-à-dire qu'elle va bloquer le sang à l'intérieur des corps caverneux pour qu'il ne se sauve pas. Donc il faut, 1, afflux sanguin, mais 2, fermeture des veines. Voilà. Alors, est-ce que naturellement, avec l'âge ou avec ce qu'on appelle l'andropause, si elle existe, ce phénomène va évoluer jusqu'à s'annuler? Alors, s'annuler sans doute pas, s'affaiblir sûrement. Sûrement. Pourquoi? Parce qu'à tous les niveaux, que ça parte du cerveau, parce qu'il faut quand même dire que ça part du cerveau pour les réflexes, que ça se transmette plus lentement dans la moelle épinière et que ça arrive avec des artères qui vont avec l'âge possiblement s'indurer et on va voir les facteurs, sans doute les facteurs qui vont le favoriser, eh bien le système va fonctionner moins bien, les érections vont devenir plus lentes à venir et le système va se fermer de façon moins évidente, d'où des érections un petit peu ralenties, mais on peut rester, si on a un corps sain, disons, et peu de complications, on peut rester avec des possibilités érectiles jusque tard dans la vie. Il ne faut pas se décourager. Rodolphe Virag, dans la lecture de vos livres que j'ai fait avec attention, j'ai quand même le sentiment que dans un chapitre que vous appelez « Le désir attrapé par la queue »,
ça signifie quand même pour vous que vous mettez l'accent justement sur les phénomènes locaux, plus que sur une psychanalysation, je dirais, un peu des phénomènes qui président à ce désir ou à cet état de masculinité, bien que vous travaillez en réseau avec tout un tas de gens qui peuvent intervenir sur cette sexualité qui est à la base, vous l'avez explicité sur sa physiologie. Pourquoi est-ce qu'un pénis peut se mettre en érection? Pourquoi il ne le peut plus à un certain moment ou dans certaines circonstances qu'on va aborder. Je reviens sur cette dissociation entre une érection réflexe sans désir particulier, entre ce désir intense mais une érection défaillante. La complexité de cette situation amène à certaines souffrances. Et vous avez incontestablement ouvert la porte à des plaintes qui n'étaient pas entendues jusqu'à présent. Vous avez milité contre, on dirait, l'ordre ambiant, parce que c'est... D'ailleurs, les artères dont vous parlez s'appelaient les artères honteuses. Oui, on les appelle pudendales aujourd'hui, ce qui veut dire la même chose. C'est en pseudo-latin. Donc, voilà, on est quand même dans un climat, et c'est rare d'avoir une discussion aussi claire, aussi franche. Vous parlez de la sexualité masculine en 3D, voire en 4D, c'est-à-dire à la dureté de la verge, la dimension du pénis, la durée de l'érection et voire certaines déformations. Les causes de souffrance qui peuvent amener à consultation, c'est souvent un adolescent ou un jeune homme, ou voire plus, mais qui se plaint d'avoir ou pense-t-il qu'il a un pénis trop petit. C'est souvent une des causes, et donc d'où d'ailleurs sur Internet tout un tas de propositions pour faire grandir les pénis qui n'existent pas dans la réalité, mais qui font vendre, comme bien entendu. Et puis, on a des troubles de l'érection au sens de l'éjaculation prématurée, ce qui va entraîner une insatisfaction du côté féminin et du côté masculin d'ailleurs. Et donc, la nécessité de comprendre si par hasard, et justement vous parliez de la fermeture ou de la fuite veineuse, et la fuite veineuse peut être responsable du fait que l'érection ne se maintienne pas. Donc on va, voilà, première question, et vous racontez beaucoup d'histoires, c'est très facile à lire, puisqu'on voit très bien, on imagine les consultations qui se passent avec des hommes qui se plaignent des troubles de la dimension de leur sexe, ou de leur fonction en particulier, donc l'absence d'érection ou l'éjaculation prématurée. De toutes ces histoires, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que la conséquence en est une perte de confiance en soi, une difficulté, je dirais, vis-à-vis de la partenaire, et une fréquence qui est plus importante que ce qu'on dit, au sens où je crois avoir lu dans un de vos livres que 8% dans les moins de 30 ans, 37%, 38%, 40% chez les plus de 70 ans, ont des troubles, je dirais, de la fonction sexuelle. Alors, quelles sont les maladies ou les situations qui pourraient retentir, auxquelles il ne faut pas passer à côté? Ce n'est pas uniquement donc un problème relationnel, psychologique, vous l'avez dit, il peut y avoir des phénomènes médicaux, et en particulier, bien sûr, hypertension, obésité, diabète et tabac. Quelle est votre attitude? Vous avez développé une sorte d'étude scientifique de chaque cas en faisant une évaluation et diagnostic de l'impuissance. Tout à fait. Oui. Ça c'était pas très... Je voudrais revenir au début de votre commentaire sur le fait que j'ai amené et j'ai combattu depuis plus de 30 ans maintenant pour dire, avant de dire à un patient c'est dans la tête, je dis moi, avant de lui dire ça, qui est très décourageant parce que ça veut dire on va avoir 20 ans de psychanalyse ou 15 ans de psychothérapie et la plupart du temps des échecs, avant de dire ça, il faut regarder s'il n'y a pas un trouble organique. Je veux dire qu'on ne dirait pas à quelqu'un qui a une céphalée rebelle, prenez de l'aspirine. On dirait que c'est dans la tête quand même, mais oui, enfin bon. C'est dans la tête, mais on lui dirait pas où j'ai une tachycardie sans examiner son cœur. C'est simplement ça ma démarche, c'est de dire on va prendre le problème dans un sens, ce d'autant que les thérapeutiques qu'on a recommandées
ou qui sont venus après les travaux initiaux que j'ai pu faire, y compris les médicaments dont on parlera, eh bien, ils arrivent à traiter les troubles psychologiques également. Donc, en fait, c'est pourquoi une érection se bloque. Elle se bloque pour des raisons psychologiques peut-être, mais elle se bloque aussi pour des raisons physiques. Et le psychologique, il est aussi physiologique. Il faut en revenir à ce que je vous ai dit, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faire lever cet obstacle sympathique qui empêche la verge de grossir et de devenir rigide, et dont les causes peuvent être multiples, à la fois psychologiques et organiques. Donc c'est un tout. Et je n'ai jamais défendu, ou j'ai très rapidement compris que c'était un assemblage des deux. Alors, quelles sont les maladies devant lesquelles il ne faut pas passer, ou derrière lesquelles il ne faut pas se cacher devant quelqu'un qui a brutalement ou rapidement une dysfonction érectile, c'est-à-dire une impuissance d'installation rapide. D'abord, il faut revenir à la définition. Il faut faire la différence entre panne sexuelle banale, parce qu'on était fatigué ce soir-là, ou que sa partenaire était moins séduisante, ou toutes sortes de raisons, mais qui va disparaître assez rapidement. La définition même de la dysfonction érectile, c'est au moins 3 mois de troubles permanents. Voilà, alors à partir de là, il est raisonnable de consulter, il est même recommandé de consulter, et à partir de là, on va faire la démarche. Quelles sont les maladies auxquelles on va penser? Si le sujet est jeune, on va penser tout de suite à un trouble psychologique, bien sûr, mais il faut penser qu'il peut avoir, chez les hommes de 40 ans, on a vu se révéler une sclérose en plaques. On a vu se révéler des neuropathies, on a vu se révéler des troubles vasculaires qui n'existaient pas, et on a une maladie auquel je tiens beaucoup, c'est ce qu'on appelle la fuite caverno-veineuse par anomalie de drainage veineux. Comme on a des anomalies de drainage des veines pulmonaires, par exemple, qu'on va opérer, eh bien, il y a des anomalies de drainage veineux qu'on peut parfaitement diagnostiquer aujourd'hui avec des méthodes très valables et très... C'est quoi? C'est des échographies ou échographies. des Alors, on commence par faire des échographies avec stimulation pharmacologique, c'est-à-dire que grâce aux fameuses injections intracaverneuses, on a non seulement un outil thérapeutique, mais on a un outil diagnostique. Et ça, c'est pas suffisamment fait. Je milite beaucoup pour que les angiologues, tous les angiologues français et étrangers aussi, se mettent à faire ce type d'examen, parce que on diagnostique les maladies vasculaires et on va avoir un effet aussi préventif pour le reste des maladies vasculaires humaines, c'est-à-dire les maladies coronariennes, les maladies carotidiennes. Mais justement, puisque vous parlez de ces maladies, souvent, on entend dire que j'ai des problèmes d'hypertension et donc je prends des médicaments ou des hypocholestérolémiants, et ce sont ces médicaments qui entraînent, et comme tout ça arrive à un certain âge, oui, et qui entraînent donc cette impuissance. Est-ce que c'est vrai qu'à moitié, ça n'est vrai qu'à moitié. En ce sens, d'ailleurs, on avait montré il y a déjà plusieurs années que les médicaments antihypertenseurs n'entraînaient de troubles érectiles que si, à part certains qui agissent par des biais hormonaux, c'est un peu compliqué pour une émission, mais d'une manière générale, elles sont négatifs, les antihypertenseurs, quand il y a déjà des troubles de la vascularisation pénienne. Donc, on va faire une échographie pour le vérifier. Et surtout, ce qu'on a appris, c'est que chez les hommes de 40-50 ans à qui on découvre une dysfonction érectile d'origine vasculaire, on va faire une échographie, on va trouver que leurs artères honteuses ou même hypogastriques un peu au-dessus sont surchargées et malades et cause de cette difficulté érectile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va en premier leur préconiser d'examiner leur cœur. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un caractère dissocié, qu'on avait d'abord
une dysfonction érectile, et puis ensuite on avait une révélatrice. maladie coronarienne, et c'est révélateur. Et je raconte quelque part dans le livre l'histoire de ce patient néo-zélandais qui avait qui a eu 2 stents alors qu'il ne demandait rien à personne, il savait pas du tout qu'il avait des sténoses serrées de ses Mais coronaires. des stents au coronaire, vous Coronaire, n'avez pas ailleurs. oui. On peut pas. On peut pas encore, on est en train de chercher. Ah, d'accord. On est en train de chercher. Alors, justement, on entend souvent parler, je vous ai lancé le mot andropause, Oui. vous m'avez pas répondu d'ailleurs Non. pour savoir justement s'il y avait une andropause. Cependant, on a quand même des troubles masculins, je dirais, de la sexualité, on l'a vu, mais des troubles, on va dire, mécaniques. Alors, il y a la célèbre maladie de l'apéronie. Oui. Hein, donc vous allez nous décrire, je vais pas dire en long et en large, mais plutôt en long et en courbe. Et puis aussi sur les courbures congénitales de la verge. Et bien entendu, sans oublier les problèmes de prostate que les hommes ont en exclusivité Oui. par rapport à leur compagne. Et donc tout ça fait quand même des petits ennuis, ou parfois des gros ennuis qui sont pas négligeables, que vous Tout à voyez, fait. je suppose. Alors, dans l'ordre, l'andropause. L'andropause, c'est un terme commode, hein, qui ne recouvre rien, puisque on a voulu le faire le pendant de la ménopause. Alors, la ménopause, c'est, comme vous le savez mieux que moi, l'arrêt de la possibilité d'engendrer pour la dame, mais pas du tout l'arrêt de sa sexualité ou de sa fonction sexuelle. Donc l'andropause, ça recouvre, ça a voulu recouvrir ce qu'on a, on s'est empressé, quand on a compris comment ça fonctionnait, d'appeler DALA, c'est plus joli d'ailleurs, déficit androgénique lié à l'âge. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont les hommes qui, à partir de, ça peut commencer à 40, 50, 60. Donc, il n'y a pas un climatère comme chez la femme, bien sûr. Et c'est le déficit androgénique, dans les déficits en testostérone, qui va commencer, à un âge variable suivant les individus, sûrement d'ordre génétique, bien sûr, et qui va entraîner un certain nombre de troubles, dont des érections un peu plus molles, mais aussi des troubles généraux, fatigabilité, endormissement après le sommeil, après le repas, etc., etc., et qu'on va pouvoir traiter simplement en ajustant le taux de testostérone. Si vous dites ça, alors tous les somnolents après un Oui. bon repas, là, Ils devraient se doser voilà, il faut peut-être se doser la testostérone avant et on après le repas. On les voit très bien, ces somnolents. Je vois à quoi vous pensez, mais on va pas le dire ici. Non, on va pas le dire ici. On va écouter un peu de musique et reprendre sur les traitements. Parce que ce qui a beaucoup changé quand même ces derniers temps, sûr, c'est d'une part vos travaux personnels qui sont tout à fait remarquables, et aussi la diffusion donc des différents traitements pour vaincre l'impuissance, l'absence d'érection.
Voilà, vous êtes sur France Culture, Matière à penser, une émission de René Friedman, avec cette série qui s'est annoncée sur la sexualité et la société, et particulièrement ce soir, grâce à l'intervention de Ronald Virac qui est ici présent. Nous parlons de la sexualité masculine qui a souvent été un peu tabou, un peu beaucoup d'ailleurs. Vous écrivez dans votre livre, en particulier Prescrivez-moi du bonheur, et puis dans le précédent, qui est Histoire de pénis, on va dire en mots veloutés, un peu les obstacles que vous avez eus dans cette préoccupation, dans cette écoute que vous avez eue des hommes en difficulté, en particulier d'érection, même si on ne résume pas toutes les difficultés sexuelles à ce problème de l'érection. Et d'ailleurs, votre choix sur la Calas, Norma, montre bien que l'érection c'est une chose, l'amour c'est autre chose, et le désir c'est encore un peu plus complexe de savoir comment peut-on avoir du désir. Ça ne se commande pas non plus. Alors, il n'empêche que vous avez fait un truc assez extraordinaire, c'est que devant les difficultés donc d'érection des hommes, pour résoudre ça, vous avez pensé à un moment donné qu'il fallait injecter un médicament, on va dire, enfin une molécule qu'on appelle la papavérine, et pour démontrer la chose, vous êtes servi de vous-même. Vous avez démontré par donc une auto-expérimentation. Alors il y en a quelques-uns quand même qui ont fait cette auto-expérimentation, dont certains qui ont eu le prix Nobel. Alors je ne sais pas, peut-être ça va vous arriver, mais en tous les cas, vous avez fait une auto-expérimentation pour montrer que la papavérine seule ou en association pouvait donc agir de façon assez remarquable au terme de pourcentage. Tout à fait, oui. On peut considérer aujourd'hui que pas la papavérine seule, mais l'ensemble des médicaments qu'on peut utiliser pour ça, ou en mélange ou seul, peut donner une érection à peu près 85 à 90% des patients souffrant de troubles de l'érection. Et est-ce que, alors, une des premières questions, quand on a l'image, on pique dans la verge, même avec une toute petite aiguille, on dit mais ça va faire horriblement mal cette affaire. Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous le dites. Non, pas du tout. Et puisque vous l'avez pratiqué, oui, donc plus, vous savez de quoi vous parlez. Exactement. Et je crois que la douleur n'est pas un obstacle. L'idée de la douleur peut être un obstacle. Ouais. Et il n'y a pas de complications vasculaires, d'hématomes? Alors, très peu. On peut même faire des injections à des patients qui sont sous anticoagulants, sans problème, à condition de prendre quelques mesures de compression locale, etc. Mais la difficulté est à la mesure de la volonté du patient de s'en sortir. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce traitement qui était le seul à l'époque où je l'ai lancé, donc il y a maintenant presque une quarantaine d'années, il a été relayé. Il a été relayé avec l'arrivée des molécules par voie orale. Mais il reste les patients qui testent les deux, souvent restent avec le traitement par injection parce qu'il est plus direct et puis il a un effet prolongé que n'ont pas toujours les médicaments par voie orale. Non, même on peut dire que les médicaments par voie orale qui sont tous grosso modo des inhibiteurs de la phosphodiesterase, le Viagra pour ne pas le nommer, mais c'est devenu dans le langage courant, même s'il y a d'autres molécules qui agissent plus ou moins longtemps et qui provoquent cet afflux sanguin qu'on va juger bénéfique. Il y a dans cette histoire du Viagra incontestablement d'abord plusieurs dosages, mais des effets qui vont faiblir avec le temps. Souvent. Et qui, alors, est-ce que là, il y a des recherches qui se font sur ce point, puisque vous avez participé aux premières recherches, vous étiez un des conseillers en tous les cas. Est-ce que vous voyez un avenir avec d'autres molécules qui vont jouer toujours sur cette base-là, ou d'autres approches par voie orale, parce que c'est vrai que c'est ou local. Il y a aussi une possibilité de déposer ce produit sur le MEA. Proprement dit. Il y a qui est alors le produit qui est déposé sur le MEA s'appelle c'est un dérivé de prostaglandine, qui est un dérivé de l'alprostadil qui est utilisé déjà par voie intracaverneuse.
Bon, je suis pas très enthousiaste. Pourquoi? Parce que pour le faire pénétrer par le méa dans l'urètre jusque dans les corps caverneux, il faut des doses qui sont en moyenne 30 à 50 fois supérieures à celles que l'on injecterait directement. Obstacle, en plus, c'est une molécule qui peut pas être utilisée, donc par cette voie ne peut pas être utilisée pour les gens qui sont en période d'avoir éventuellement des enfants, vu le mécanisme de la prostaglandine qui est utilisée, et d'autre part, c'est assez douloureux. Donc cette voie-là, à mon avis, n'est pas. Elle avait déjà été testée il y a plusieurs années. C'est pas une voie d'avenir. À part ça, il y a des recherches qui traînent depuis pratiquement le départ du Viagra dans d'autres domaines, et on n'a pas encore trouver de médication par voie orale qui ait l'effet des inhibiteurs des phosphodiesterase. Alors juste un mot, cette découverte de l'effet du Viagra sur l'érection, c'est tout à fait par hasard, on s'y attendait pas du tout. Tout à fait accidentel. On est bien d'accord, c'est-à-dire oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé que Pfizer, à l'époque, pour pas le nommer, laboratoire Pfizer expérimentait une molécule pour traiter l'insuffisance cardiaque. Et puis les essais de phase, je crois que c'était des essais de phase 2 ou 3, se sont révélés pas concluants. On décide d'interrompre l'expérimentation, et le médecin qui était chargé de récupérer les lots est étonné parce que les hommes qui faisaient l'objet de cette expérimentation ne renvoient pas le produit. Alors, il garde le produit pour l'utiliser puisqu'il s'était rendu compte qu'il y avait une érection. Les patients gardaient le produit parce que il avait un effet favorable sur l'érection. Et c'est comme ça que tout a démarré sur le Viagra. Alors, pour revenir, je dirais, à l'injection de papaverine, souvent les questions, c'est combien de temps ça dure, est-ce qu'il y a des complications, est-ce qu'il faut le faire 1 minute avant, 10 minutes avant, 3 heures avant? Contrairement aux médications par voie orale dont il y a encore des utilisations différentes, mais il faut le faire à peu près de façon quasi extemporanée, 10 minutes avant, mais on peut s'isoler et faire très discrètement l'injection. Elle va être active, je dirais, le temps nécessaire. La caractéristique... Ça, on en discute alors. Exactement. À deux. Le temps nécessaire, pourquoi? Non, mais je le dis à dessein. Oui. Pourquoi l'injection est préférée par beaucoup de patients, les effets de l'injection, c'est que l'érection ne s'interrompt pas nécessairement après éjaculation. Donc ça permet de satisfaire la partenaire la plus demandeuse. Donc le but, finalement, quand on installe un traitement comme ça, c'est d'obtenir la disparition dans l'heure qui suit, la disparition progressive. Mais ça peut durer, si on met trop de produits, ça peut entraîner un priapisme. Alors le priapisme, c'est l'érection qui demeure. Qui ne disparaît pas. Et qui fait mal. Et qui fait mal, exactement. Voilà. Et là, il faut agir autrement pour... ça se traite. Ça se traite. En même temps que j'ai mis au point ce traitement pour avoir une érection, j'ai mis au point le traitement pour ne plus avoir d'érection. Donc il faut repiquer. Et on a un traitement médicamenteux par la même voie. Mais ça ne se fait pas systématiquement par tous les patients, bien sûr que non. Ce qu'il faut, c'est bien installer le traitement, et c'est pour ça que là aussi, il faut une bonne éducation du patient et surtout une bonne éducation des médecins qui pratiquent le traitement. 2 fois par jour? Non, quand même pas. Mais je ne doute pas que des patients le font 2 fois par jour. Ou des patientes le souhaitent. Mais je leur recommande, 2 à 3 fois par semaine s'ils en ont envie. Dites-moi, c'est quand même un progrès énorme par rapport aux personnes handicapées. Tout à fait. Vous abordez dans le livre effectivement cette situation de personnes paraplégiques, enfin et tous les troubles qu'il peut y avoir.
car là, on a une efficacité beaucoup plus grande dans ce genre de situation qu'avec justement les médicaments. Oui, tout à fait. Et il y a ce film là avec Omar Sy, je veux dire sur les Intouchables, où il faut frotter les lobes de l'oreille, et tout le monde pense qu'on frotte autre chose. Et donc, mais plus sérieusement, dans toutes les interventions qui sont faites à ce niveau-là, encore trop, on oublie la congélation du sperme nécessaire chez les hommes jeunes, qui peuvent donc être guéris de leurs troubles sexuels par ce type de médication, mais qui ont une nécessité parfois, par exemple, ça peut se traiter chez des hommes qui ont un cancer, de la prostate, et qui vont quand même bénéficier de ça. Par contre, il faut penser à congeler du sperme si ils sont jeunes, ou en tous les cas s'ils ont envie d'avoir Tout à fait, et j'en parle dans les deux bouquins que vous citez là, car trop rarement c'est fait. Alors, les spécialistes dans les centres de rééducation où on fait de la traumatologie médulaire, ça fonctionne bien, ils y pensent. Par contre, on n'y pense pas assez souvent chez les urologues et chez les gens chez qui on traite les cancers de la prostate. Et je vois souvent des patients arriver et qui se plaignent justement de la non-conservation de sperme avant les interventions. Alors dites-moi, quand tout a raté, c'est-à-dire les médicaments par voie orale, même les injections de pavavérine, puisqu'il y a aussi des échecs comme toujours, restent les implants péniens, c'est-à-dire la possibilité de mettre des tuteurs semi-rigides dans la verge. Mieux que ça, gonflable. Mieux que ça, gonflable maintenant, avec une petite pression qui est dans le scrotum, et on peut appuyer et gonfler sa verge, en un mot, voilà. C'est une excellente intervention. Et c'est pas douloureux après, d'avoir un sexe semi-rigide? Il n'est pas semi-rigide avec la prothèse gonflable. Avec l'implant gonflable. Donc c'est ce qui est proposé aujourd'hui, c'est l'implant gonflable. Oui. Pas le Alors après, c'est une question de coût. Mais actuellement, c'est toujours remboursé par l'assurance maladie, donc on en profite. Et c'est beaucoup plus confortable, bien sûr, parce que le sexe est à peine modifié par le tuteur, non pas par le cylindre que l'on a injecté, les deux cylindres que l'on a implantés et qui sont souples, qui sont relativement souples. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, vous parlez aussi beaucoup d'une demande d'une population homosexuelle que vous individualisez en tout cas dans votre livre, par rapport à une demande d'avoir une érection conséquente, on va dire, mais comme les autres, mais simplement il y a peut-être la pratique sexuelle est différente en termes de quantitatif souvent dans l'homosexualité. Quantitatif et qualitatif. Il faut plus de rigidité, tout simplement. C'est mécanique et très souvent ils aiment bien aussi avoir les injections. Mais l'abord, je voudrais souligner qu'ils sont individualisés dans le livre parce que il faut parler d'une manière générale de ce sujet, mais ils sont traités exactement de la même façon que les ce qu'on appelle les hétérosexuels. Alors, est-ce que vous pensez, Ronald Virag, que cette approche d'une partie de la sexologie est correctement faite dans d'abord l'éducation des médecins? Je connais votre réponse, évidemment. Alors, je vais en poser une autre, parce que le temps presse. Est-ce que vous pensez qu'il faut, dans cet enseignement et dans la pratique même de cette médecine, avoir une éthique particulière? Oui. La réponse est oui. Laquelle? Alors, pour répondre globalement, il faut arrêter de multiplier les diplômes lambda de sexologie et unifier l'enseignement autour de une véritable spécialisation qu'on appellera androsexologie ou sexo, je sais pas quoi, mais il y a bien une spécialisation de gynécologie qui est globalisée et il faudra la globaliser pour que on n'ait plus les oppositions entre les gens qui font de la sexologie que j'appellerais médicale et plus souvent sur les thérapies comportementales et puis celles dont on a parlé aujourd'hui. Il faut une éthique particulière. Oui et non. L'éthique, c'est de considérer
que le malade sexuel, enfin le malade, non pas sexuel, je m'exprime mal, mais le malade avec une dysfonction sexuelle, qu'elle soit masculine ou féminine, on doit aborder en tant que médecin, avec son éthique de médecin. Il y a eu des scandales autrefois et il y en aura d'autres, mais moi je n'ai pas eu de problème en 35 ans ou 40 ans, je sais plus, aucun, ni avec les femmes que j'ai examinées, ni avec les hommes que j'ai examinés. L'éthique, c'est d'être naturel, d'être à l'écoute, de donner l'information complète, d'expliquer ce qu'on va faire, d'expliquer à un homme à qui on va... mes collaboratrices principales sont des femmes qui manipulent les pénis des hommes toute la journée et avec une simplicité et sans aucun problème. Il faut avoir soi-même, je dirais, pour conclure, résolu soi-même ses propres problèmes pour bien aborder les problèmes sexuels des hommes comme des femmes d'ailleurs. Alors, c'est un plaidoyer pour une santé sexuelle, on va dire, qui va s'ouvrir à de multiples approches, mais dont une approche parfois nécessaire, celle que vous avez développée vous-même, donc un traitement particulier et une recherche qui continue sur différentes médications pour répondre à cette volonté de bien-être et de bonheur. Il ne faut pas oublier qu'avec le vieillissement de la population, cette demande va croissante et il faut l'étudier complètement. Cette émission sur la sexualité masculine, en partenariat avec le quotidien du médecin, a été rendue possible grâce à Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Dany Journeau et Cédric Chatelus. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur nos émissions de la semaine, sur le site internet franceculture.fr, les réécouter autant que vous le souhaitez, ou vous inscrire pour le podcast pour une écoute à la carte. Demain, on poursuit avec la sexualité féminine et Marie Chevray met à son.